C'est un vaste débat qui agite périodiquement la communauté des amateurs d'astronomie. Faut-il ou non utiliser des filtres? Bien souvent causés par une méconnaissance réelle de leur utilisation ou à une opinion personnelle expérimentée, mais aussi et surtout tranchée, la polémique n'invite pas systématiquement à se forger son propre avis. Et puis il y a également une grande variété sur le type, la marque ou le prix de ces filtres qui rend le choix cornélien. Nous tenterons donc de décortiquer ce puzzle en restant dans l'objectivité et en recommandant à chacun de se faire son propre avis en expérimentant dans la mesure du possible. Quel type de filtre trouve-t-on sur le marché? Pour quel domaine d'utilisation? Et quels sont leurs principes de fonctionnement? C'est en compagnie de Mathieu, notre astronome amateur dans le 49, que nous répondrons à ces questions. Alors Mathieu, des filtres, il y en a toute une batterie. Filtres pour la Lune, pour les planètes, les nébuleuses, etc. Alors que ce soit en observation visuelle ou en astrophotographie. Mais on va commencer par parler des filtres peut-être les plus utilisés, ceux pour la Lune. Déjà, posons les bases. Est-ce que c'est dangereux de regarder la Lune à travers un télescope sans filtre lunaire? Absolument pas. Des filtres lunaires, ça peut être utile pour le confort personnel, mais ça n'est pas indispensable. On n'est pas sur de l'observation solaire, parce que le soleil, c'est quand même des rayons ultra dangereux qui peuvent griller la rétine en une fraction de seconde. La lumière qui provient de la Lune, en fait, ce sont des rayons qui sont réfléchis, donc beaucoup moins énergétiques et qui sont beaucoup moins dangereux. D'ailleurs, ça se voit à l'œil nu, puisque à l'œil nu, on peut observer la Lune, alors que le Soleil, c'est beaucoup plus compliqué. Quel type de filtre lunaire a-t-on? On va citer deux catégories principales. Donc, on a le filtre lunaire classique, standard, simple, et le filtre polarisant variable. Alors c'est pareil, il y a des variantes. Dans un filtre lunaire classique, simple, on a plusieurs filtres à diverses transmissions. Donc on a des filtres à transmission 50%, 30%, 25%, 13%. La transmission, en fait, c'est le passage de la lumière, le taux de lumière, en fait, qui va être laissé passer par le filtre. Donc 50%, une transmission de 50%, ça veut dire que sur la totalité de la lumière collectée par l'instrument, il n'y en a que la moitié qui va être laissée passer par un filtre lunaire. Donc, sur des filtres en dessous de 25%, sur des filtres de 25% de transmission ou au-dessus, ça va être intéressant de les utiliser avec des télescopes petits, voire modestes, 150 mm, voire moins. Par contre, si on a des gros instruments, il va falloir plutôt se tourner vers des filtres avec une transmission plus faible, de l'ordre de 13% par exemple, pour un filtre de 200 mm, pour un télescope de 200 mm et au-delà. Il y a donc plusieurs types de filtres. En quoi ils peuvent être utiles? Alors ça dépend, parce que donc on a des avantages, on a des inconvénients. De manière générale, un filtre lunaire, de toute façon, ça va réduire la sensation à l'éblouissement, ça va pouvoir éventuellement améliorer le contraste également. Il y a aussi des inconvénients, c'est-à-dire que par exemple pour un filtre classique, ça ne va pas s'adapter forcément au changement de grossissement. Donc quand on va changer d'oculaire et donc de grossissement, en grossissant, plus on va grossir, plus la lumière de la Lune va être étalée, donc plus la Lune va paraître sombre, et peut-être qu'au bout d'un moment, le filtre lunaire, il laissera passer tellement peu de lumière que la Lune, on la verra vraiment très sombre. D'où l'utilité, en fait, d'où l'avantage d'un polarisant variable, où là, on peut régler la luminosité comme on veut, en fait. Et un autre inconvénient des filtres lunaires, c'est que c'est une densité qui est gris neutre, c'est-à-dire qu'on n'a plus accès aux teintes nuancées de couleurs sur la Lune qu'on pourrait voir éventuellement avec de gros instruments. L'avantage du polarisant variable, on le disait tout à l'heure, c'est qu'on peut régler la luminosité comme on veut, et je précise en passant, c'est qu'on n'a pas besoin de refaire la mise au point. Donc quand on change par exemple le taux de transmission du filtre, eh bien la mise au point reste théoriquement très stable. Alors, des filtres polarisants variables, c'est pareil, on a plusieurs gammes. En général,
La transmission, elle est variable entre 1 et 40% ou entre 5 et 30%. Ça dépend du type de polarisant variable et de la marque éventuellement. Ensuite, on a ce qu'on appelle tout simplement des filtres colorés. À quoi servent-ils et comment ça marche? Alors, les filtres colorés, ce sont des filtres qui vont être utilisables en observation visuelle. Et pour faire du planétaire, c'est-à-dire observer des astres qui sont assez lumineux, tels que les planètes en fait. Le but, c'est de ne laisser passer qu'une partie de la lumière visible reçue, et en sélectionnant qu'une partie du spectre visible de la lumière blanche, on va chercher en fait à renforcer la visibilité de certains détails. Alors on est en fait sur un principe de contraste. C'est-à-dire que pour augmenter cet effet de contraste sur un détail ou une région planétaire, on va travailler avec un filtre de couleur complémentaire à la couleur réelle de l'objet. Autrement dit, un filtre à la couleur opposée de la couleur réelle de l'objet, si on préfère. Donc pour concrétiser ça, on va pouvoir prendre des exemples. Un filtre bleu, ça peut faire ressortir un détail qui est naturellement orange. A l'inverse, un filtre orange va faire ressortir des détails bleus. Un filtre vert, lui, va avoir tendance à faire ressortir à la fois des détails rouges et à la fois des détails bleutés. Donc en gros, un filtre de couleur donnée bloque les longueurs d'onde qui sont opposées dans le spectre visible. C'est pourquoi il va éclaircir en fait les structures qui ont la même couleur que lui, et à l'inverse, il va assombrir les détails de la couleur complémentaire, c'est-à-dire la couleur opposée à la couleur du filtre. On peut donner éventuellement des exemples d'utilisation pour l'observation de divers astres. Oui, on a toute une gamme de filtres colorés, par exemple le filtre rouge 25, qui a une transmission de 14%, c'est-à-dire qu'il laisse passer 14% de la lumière collectée par un instrument. Il va être utile notamment pour l'observation diurne de Vénus et de Mercure, donc c'est-à-dire en pleine journée. Alors attention quand même, parce que c'est vrai que Vénus et Mercure s'éloignent relativement peu du Soleil, donc attention à ne pas pointer accidentellement le Soleil avec votre instrument, parce qu'en fait, là, même avec un filtre rouge 25, ça peut faire beaucoup de dégâts sur l'œil. Donc, cette observation-là, à travers un filtre rouge 25, en fait, le bleu va être bloqué, donc le ciel qui est bleu va apparaître sombre, et du coup, par contraste, Vénus et Mercure vont apparaître un peu plus facilement dans le champ, en fait. Un filtre rouge 25 va également être utile sur Mars. Maintenant, comme on est sur une transmission assez faible, Mars, il va falloir plutôt l'observer avec des ouvertures d'au moins 200 mm si on utilise ce type de filtre-là. Et je note en passant que le filtre rouge 25 peut être intéressant sur la Lune. Il peut même en arriver à remplacer un filtre lunaire pour atténuer la luminosité, puisqu'il a une transmission assez faible. Maintenant, évidemment, si vous n'avez pas de filtre lunaire, un filtre rouge 25 peut être très utile, d'autant plus qu'on peut observer la Lune, et puis après faire du ciel profond sans difficulté, sans que l'œil doit de nouveau s'accoutumer au nocturne en fait. Ensuite, on a le filtre rouge 23A, donc lui, il laisse passer un peu plus de lumière que le 25, puisqu'il a une transmission de 25%. Il va être utilisable sur Mercure, par exemple, dans les lueurs crépusculaires. Sur Mars, avec des ouvertures inférieures à 200 mm. Et là, on va mettre en évidence donc, les terrains clairs des terrains sombres. Un filtre orange 21, donc c'est une transmission de 46%. Mars, en fait, dans tous les diamètres. Le jaune 12. Le jaune numéro 12, c'est 74% de transmission. C'est une des transmissions les plus faibles qu'on ait dans les filtres colorés. Donc c'est vraiment intéressant pour tous les instruments. Il améliore le contraste des cratères lunaires et il peut éventuellement être utilisable sur Saturne. Ensuite, on a le vert 56, donc là c'est 53% de transmission. Il peut être utilisable sur les calottes polaires ou éventuellement observer les tempêtes de sable sur Mars. Et peut-être la grande tache rouge de Jupiter, ça peut être intéressant en tous les cas. Maintenant, pour la grande tache rouge de Jupiter, le mieux c'est quand même d'utiliser un filtre bleu 80A qui lui a une transmission de 30%. Donc on peut l'utiliser avec à peu près tous les instruments aussi. Sur Jupiter, en plus de la grande tache rouge, on va pouvoir observer les bandes sombres, puisque un filtre bleu va permettre de rehausser des détails
orange ou rougeâtre. Et sur Mars, il va avoir l'utilité de rehausser la brillance des calottes polaires par rapport à la surface globale de Mars. Et enfin, un dernier filtre, le violet 47, il y en a d'autres, hein, mais le violet 47, lui, il a une transmission extrêmement faible, qui est de 3%. Donc, il va être exploitable uniquement avec des très gros instruments, c'est-à-dire 300 mm d'ouverture au moins. Et là, on va pouvoir peut-être essayer de discerner des structures atmosphériques de Vénus, si la turbulence le permet. On a donc des filtres colorés, mais aussi des filtres LRGB. On peut expliquer la différence, parce que finalement, les deux, ce sont des filtres de couleur. Alors, les filtres colorés, ce sont des filtres qui sont utilisables qu'en observation visuelle, ou en photo aussi, mais surtout en observation visuelle. Par contre, les filtres LRGB, eux, ils sont plus avantageux en imagerie. Alors, LRGB, ce sont les initiales de luminance, rouge, vert et bleu. Alors, le filtre luminance, c'est un filtre neutre qui bloque les rayons infrarouges et ultraviolets, donc qui ne font pas partie du spectre visible, qui donc laisse passer uniquement le spectre visible et qui va avoir tendance à améliorer le contraste général. Maintenant, les filtres LRGB, généralement, c'est 2 à 3 fois plus cher que les filtres colorés. Maintenant, c'est vrai que la qualité elle est supérieure, donc ça peut être avantageux aussi. L'infrarouge et l'ultraviolet, donc on le disait tout à l'heure, sont 100% bloqués, théoriquement, hein, contrairement aux filtres colorés. Et ils sont plus sélectifs aussi. Un filtre bleu ne va pas laisser passer ni le rouge, ni le violet. Ni le vert, pardon. Ni le rouge, ni le vert. Alors qu'un filtre coloré va être un peu plus permissif et un filtre bleu, par exemple, va peut-être avoir tendance à laisser passer un peu de lumière verte et de lumière violette. Enfin bon, après, ça dépend. Alors, pareil, ça dépend de la marque, du prix peut-être aussi, donc c'est à vérifier. Mais théoriquement, les LRGB ont une transmission approximativement de 100%. Donc il laisse passer quasiment toute la lumière collectée. Contrairement au filtre coloré, qui n'est utilisable quasiment qu'en planétaire, un filtre LRGB va être utilisable à la fois en ciel profond et en planétaire. Alors avec une caméra CCD monochrome, c'est-à-dire qui filme en noir et blanc, on va prendre plusieurs photos d'un objet du ciel avec chaque filtre, puis on va les traiter toutes sur un ordinateur pour les combiner en une image finale qui va être à la fois colorée et en haute résolution. Maintenant, pour le ciel profond, comme les nébuleuses, on a une gamme très large aussi. On peut en parler ? Alors on a des filtres anti-pollution. Donc ce sont des filtres qui bloquent la lumière artificielle urbaine et notamment la lumière au sodium qui est la plus répandue. Ils sont utilisables en visuel comme en astrophotographie sur de petits diamètres et pour le ciel profond. Bon, on vient d'en parler en fait. On a le filtre CLS entre autres qui est un filtre anti-pollution, donc qui diminue les raies d'émission de l'éclairage public au sodium, au mercure, au néon et ce qu'on appelle les erglos. Ce sont des lueurs nocturnes atmosphériques. Les CLS vont être utilisables en photo, en visuel, sur de petits diamètres. Et leur avantage, c'est qu'ils vont être à la fois exploitables sur des galaxies et des nébuleuses, ce qui n'est pas le cas de la plupart des autres filtres pour des filtres pour le ciel profond, qui généralement ne sont exploitables que pour les nébuleuses. Mais après, en ce qui concerne les filtres anti-pollution, je précise quand même que rien ne vaut de s'éloigner des sites de pollution lumineuse, puisque bon, ces filtres anti-pollution-là ne font quand même pas de miracle, même s'ils ont quand même un très bon effet. Alors ensuite, on a des filtres UHC. UHC, les initiales en fait signifient ultra haut contraste. C'est une combinaison entre l'O3 dont on va parler tout à l'heure et l'H-bêta. Pour la petite info technique, il y a une courbe de transmission qui va de 480 à 500 nanomètres et de 645 à 700 nanomètres donc dans le spectre visible. Avec l'UHC, on a un peu moins de détails qu'avec un O3 parce qu'il est un peu moins sélectif, mais en même temps, il a plus de transmission, donc il va laisser passer plus de lumière. Donc l'UHC est très bien pour un instrument modeste et moyen.
Il va assombrir le ciel en arrière-plan et les étoiles pour rehausser le contraste d'une nébuleuse. Après, il va donner une légère teinte verte aux nébuleuses. Ça dépend des goûts, mais ça peut ne pas être acceptable par tout le monde. Maintenant, bon, c'est compensé par le fait qu'on a beaucoup plus de détails qu'en visuel. Le O3. Alors le O3, c'est, autrement dit, l'oxygène 3 fois ionisé. Donc là, c'est un filtre qui va être exploitable, qui va exploiter la lumière émise par la matière, le composant, l'oxygène en fait, émise, par la lumière émise, excusez-moi, par l'oxygène émise par les nébuleuses en fait. Et ces filtres O3 là vont être utilisables sur des instruments de moyen à grand diamètre, et aussi bien en visuel qu'en astrophoto. Alors après, ça dépend, attention, parce que certaines marques, l'astrophoto, c'est plus ou moins bien. Ça dépend après de la bande passante aussi. Hein. Alors, le H-alpha. Alors le H-alpha, donc là, on exploite la lumière qui est émise par l'hydrogène dans les nébuleuses, et il n'est utilisable qu'en astrophotographie. Donc, pas question de faire du visuel avec, en tout cas, ça servira à rien. Il y a le H-bêta. Alors le H-bêta, pareil, on exploite la lumière émise par l'hydrogène des nébuleuses. Maintenant, le H-bêta, contrairement au H-alpha, il est utilisable en visuel. Maintenant, sa bande passante, c'est minimum 12%. Voilà, à 486 nanomètres sur le spectre visible. C'est utilisable quasiment qu'avec de gros instruments, donc au moins 250 mm, et je précise en passant que le nombre d'objets du ciel profond qu'on va exploiter avec ce filtre-là est très limité. Je citerai la nébuleuse de la tête de cheval, la nébuleuse California NGC 1499 et Orion M43. Donc avant d'acheter ce filtre-là, être bien certain de savoir ce qu'on veut, hein, parce que voilà, il est quand même très limité dans ce qu'il va faire. Et puis enfin, il y a le S2, donc qui va exploiter, donc S2 pour soufre 2 fois ionisé, qui n'est utilisable qu'en imagerie et qui va exploiter la lumière émise par le soufre dans les nébuleuses. Donc, ce qui est quelque chose d'assez délicat parce que c'est pareil, le soufre, c'est un matériau qui compose que très faiblement les nébuleuses de manière générale. Alors, il y a 3 fils dont on vient de parler, là, l'oxygène 3, donc le O3, le H-alpha et le S2, qui sont souvent utilisés en combinaison pour faire de l'astrophoto en ciel profond. Donc un peu même principe que l'RGB, c'est-à-dire qu'avec chacun de ces filtres-là, on va prendre plusieurs photos, ensuite on va les combiner sur un ordinateur, dans un logiciel de traitement, et l'image finale qu'on va en ressortir, c'est une image ultra détaillée, très contrastée, donc c'est toujours intéressant également. Maintenant, pour chacun des filtres dont on vient de parler, pour parler un peu prix, un filtre de bonne qualité, c'est 100 € minimum. Voire 200 € et plus, ça dépend de la marque et du domaine d'utilisation, dont dépend d'ailleurs la largeur de la longueur de la bande passante. Et puis on a aussi les filtres IR-UV. Comment on peut les exploiter, ceux-là ? Alors il y a 2 catégories, il y a les filtres passants et les filtres bloquants. Les filtres passants, alors il y en a 2, hein, il y a filtre IR, filtre infrarouge, on les sépare là. Filtre IR c'est infrarouge, filtre UV c'est filtre ultraviolet. Les filtres passants donc laissent passer la lumière infrarouge ou ultraviolette, ça dépend du filtre, mais dans tous les cas, ce sont des filtres qui ne sont que dans le domaine de la lumière invisible à l'œil humain. Donc c'est pas la peine d'aller prendre des filtres IR ou des filtres UV pour tenter d'observer visuellement avec. C'est complètement inutilisable puisque l'œil humain ne peut voir en fait que dans le spectre visible, dans ce qu'on appelle la lumière blanche. L'infrarouge et l'ultraviolet, ce sont des lumières qui sont invisibles pour l'œil humain. Donc c'est uniquement exploitable en astrophotographie. Alors, par exemple, l'infrarouge, on va pouvoir l'utiliser pour mettre en évidence les plus fins détails de la surface de Mars. On va pouvoir imager les bandes claires et les tempêtes orageuses brillantes qui apparaissent parfois sur Uranus et Neptune.
On va pouvoir également, avec un IR profond, là, avoir accès au signal thermique de la surface brûlante de Vénus, donc comment dire, quelque chose de très difficile à faire, puisque là on va traverser carrément les nuages de Vénus. Donc là c'est plutôt pour les astrophotographes chevronnés. Avec un filtre UV, donc ultraviolet, on va pouvoir quasiment et idéalement imager les structures nuageuses sur Vénus. Alors pour ceux qui ne font pas de photos, ne soyez pas tristes, parce qu'on peut aussi observer les structures nuageuses sur Vénus en visuel, et pour ça il va falloir un filtre coloré violet numéro 47 et un gros télescope si possible. Et après, espérer que la turbulence ne brouille pas trop les images, parce que ça c'est important aussi. Ensuite on a les filtres bloquants, donc on a ce qu'on appelle le filtre IR-UV Cut, qui est un filtre qui bloque le passage de la lumière à la fois infrarouge et à la fois ultraviolette, et donc qui ne va laisser passer que le spectre visible de la lumière, donc à l'œil humain. C'est un filtre qui est assez similaire au filtre luminance dont on a parlé tout à l'heure en combinaison avec les filtres LRGB, et il peut être conseillé pour l'observation visuelle du soleil sur de gros instruments, donc à partir de 200 mm, qu'on utilise avec des filtres solaires d'ouverture. Pourquoi ? Parce que, bon, théoriquement, les filtres solaires sont sécuritaires et protecteurs. Ils laissent passer que 100 millièmes de la lumière du soleil, mais plus on a un gros instrument, plus on collecte de la lumière, et plus ça peut être plus ou moins dangereux pour l'œil. Donc, même si c'est pas indispensable forcément, ça peut être recommandé d'avoir un IR UV Cut en surplus d'un filtre solaire d'ouverture. Maintenant, un IR UV Cut, ça va être surtout idéal pour faire de l'imagerie. Parce qu'il faut savoir que les caméras et les APN sont sensibles aux longueurs d'onde UV et IR, contrairement à l'œil humain. Alors, dans le domaine de l'imagerie, l'IR UV Cut va permettre de réduire le bruit, va permettre d'augmenter la netteté, va permettre surtout de faire de l'imagerie planétaire, et ce, avec des optiques à lentilles. Donc, c'est-à-dire des lunettes, des réfracteurs, ou des télescopes dits catadioptriques, c'est-à-dire qui utilisent des lentilles, en fait. On a beaucoup parlé de bandes larges ou étroites. Juste pour info, peut-on être éclairé sur le principe ? En fait, plus la largeur de la bande passante est grande, plus le filtre aura une grande transmission, c'est-à-dire qu'il va laisser passer beaucoup de lumière, mais moins il va être sélectif, et donc le contraste sera faible. En gros, un filtre à bande passante large va être utile pour l'observation visuelle. A l'inverse, moins la largeur de la bande passante va être grande, plus le filtre va être sélectif et révéler des détails, mais il va aussi avoir une transmission faible. Donc peu de lumière va passer. Et un filtre à bande passante étroite donc, va être intéressante uniquement en photo. Maintenant, ma dernière question, parce que quand même on a touché un sujet épineux. Mathieu, est-ce que tu possèdes personnellement des filtres que tu utilises ? Oui, tout à fait, j'ai une gamme assez large, dont la plupart dont on a parlé en fait dans cette émission. Eh bien merci Mathieu de nous avoir accompagnés dans ce passage en revue du matériel astronomique amateur. Et j'en profite pour signaler que tu exposes ton travail personnellement sur une chaîne YouTube toute récente. Il s'agit de la chaîne L'Explorateur du Ciel. Merci donc à tous ceux qui nous suivent régulièrement pour leur fidélité. Et nous vous donnons rendez-vous à tous pour les éphémérides de septembre. En attendant, bonnes observations à chacun et à chacune.